La vieille cloche de la chapelle de la plantation Beaumont était le battement de cœur de leur monde cruel, sonnant chaque heure, chaque jour. Mais une nuit sans lune de 1848, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle sonna une 13e fois. Le son déchira l'air humide de Géorgie comme une prophétie, suivi du gémissement du bois qui se fendait et du fracas de la pierre qui s'effondrait. À l'aube, la tour n'était plus qu'un tas de gravats, et Clara Hara, une femme discrète qui travaillait dans la maison principale, avait disparu. On la chercha pendant des jours. Mais tout ce qu'on retrouva fut son simple foulard de coton, soigneusement noué à la corde de la cloche, un dernier message silencieux. Avait-elle provoqué la chute de la cloche et trouvé ainsi une voie vers une liberté que personne n'avait jamais imaginée? Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner » pour égayer ma journée et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le soleil de Géorgie était un tyran impitoyable, frappant les champs de coton de la plantation d'Oak Haven avec une intensité blanche et aveuglante. L'air, si dense qu'on aurait pu le boire, était chargé de l'odeur de terre humide, de sueur et de la douceur entêtante des magnolias en fleurs près de la maison principale. La chaleur montait du sol en vagues visibles, déformant l'horizon et faisant trembler la ligne lointaine des arbres. C'était un monde peint en contrastes brutaux. Le vert éclatant des feuilles de coton contre la terre noire et riche, les rangées infinies de dos courbés avançant avec une lenteur douloureuse et rythmée. Au loin, la maison Beaumont se dressait comme un monument à cette souffrance, avec ses immenses colonnes blanches et ses vastes vérandas, une réplique arrogante et immaculée au labeur qui la faisait vivre. Plus près, blotti contre un bosquet de vieux chênes pleureurs, se tenait l'ancienne chapelle, ses murs de pierre noircis par le temps et étranglés par une marée implacable de lierre. Clara Daniels travaillait à l'ombre de la maison principale, s'occupant des délicates roses du jardin de Madame Beaumont. Ses gestes étaient d'une efficacité silencieuse, chaque coup de sécateur précis, chaque mauvaise herbe arrachée avec une grâce fluide, la rendant presque invisible aux yeux distraits. C'était une femme enveloppée de silence. Son visage, impassible, ne trahissait rien des pensées qui bouillonnaient en elle. Ses mains, calleuses d'une vie de servitude, étaient pourtant douces et habiles parmi les pétales fragiles. Puis vint le son qui régissait leur vie. La cloche de la chapelle se mit à sonner, sa voix de bronze roulant au-dessus des champs, un carillon familier et résonnant marquant l'heure. 1, 2, 3. Les ouvriers dans les champs redressèrent leur dos endolori, leur visage tourné vers le son, leur corps dressé par des années d'habitude. 4, 5, 6. Les mains de Clara Hara s'immobilisèrent. Elle ne regarda ni les champs, ni la grande maison, mais la source du son, la vieille tour du clocher. 7, 8, 9. Son regard était vif, analytique. Elle nota la manière dont la tour, bâtie de pierres de rivière et d'ambition, semblait pencher légèrement vers l'ouest, comme fatiguée de sa longue veille. Le lierre, jadis ornemental, était devenu un prédateur. Ses épaisses lianes ligneuses s'enfonçaient dans le mortier, écartant lentement les pierres avec une violence patiente. 10, 11, 12. Midi. Le dernier coup resta suspendu dans l'air humide, une longue vibration qui semblait s'ancrer dans les os même de la terre. Clara ressentait la cloche plus qu'elle ne l'entendait. Elle était le métronome de sa servitude. Chaque sonnerie était une mesure de sa vie, comptée pour enrichir d'autres que lui. Pourtant, derrière le masque de la docilité silencieuse, son esprit était une forteresse d'observation. Elle connaissait les secrets de la tour. Elle avait vu comment les pluies d'été rongeaient sa base, ramollissant la terre. Elle avait entendu, les nuits de vent, les gémissements de ses poutres anciennes, comme un vieillard changeant de position dans son sommeil. La cloche elle-même avait changé au fil des années. Sa voix, autrefois claire, portait désormais une tonalité plus profonde, plus plaintive, comme si le bronze avait absorbé la douleur de la terre qu'il dominait. Une ombre tomba sur elle. « Retourne au travail, fille » gronda une voix dure. Monsieur Harding, le contremaître, se tenait là, le visage rougi par la chaleur, les yeux petits et soupçonneux. Cette cloche ne sonne pas pour que tu te reposes. Clara ne répondit rien. Aucune lueur de défi ne traversa ses yeux. Elle se contenta d'un léger signe de tête respectueux avant de se tourner de nouveau vers les roses, ses mains reprenant leur tâche comme si l'interruption n'avait jamais eu lieu. Harding la regarda un instant encore, poussa un grognement frustré, puis s'éloigna, ses bottes crissant sur le gravier du chemin. L'expression de Clara demeura impassible, mais son attention s'était aiguisée. L'image de la tour étouffée de lierre s'imprima dans son esprit tandis que le soir se répandait dans le ciel en nuances de violet meurtri et d'orange doux. Un semblant de paix s'installa sur les quartiers des esclaves.
La chaleur écrasante de la journée céda la place à une brise légère qui faisait bruisser les feuilles et portait le chant des grillons. L'air était imprégné du murmure des conversations, de l'odeur de la fumée de bois et du parfum des modestes repas du soir en préparation. Clara était assise sur un petit tabouret à 3 pieds devant une cabane, partageant un bol de bouillie de maïs avec Elias. C'était un vieil homme, son visage une carte de rides, ses yeux emplis d'une sagesse profonde et fatiguée. Né à Oakhaven, sa mémoire remontait à des générations de Beaumont. Il observa Clara, qui, même en mangeant, laissait son regard glisser vers les champs assombris, là où la chapelle se dressait, silhouette déchiquetée contre la lumière mourante. « Tu regardes cette tour comme si tu voulais la percer du regard, enfant, dit Elias d'une voix basse et rocailleuse. Clara ramena son attention sur lui. Un faible sourire fugitif effleura ses lèvres. J'écoutais seulement, Elias. Le vent fait un drôle de bruit à travers les fentes ce soir. Elias mâcha lentement sa bouchée, ses yeux fixés sur elle. Il se pencha légèrement en avant, sa voix devenant un murmure conspirateur à peine audible par-dessus le chant des grillons. Certains s'en feraient mieux de rester inentendus. On dit que cette cloche a une âme fatiguée. Et quand une âme se lasse trop, elle peut faire quelque chose d'inattendu. Il marqua une pause, balaya les alentours du regard pour s'assurer que personne n'écoutait. Il y a longtemps, ma grand-mère m'a raconté une histoire. Celle que sa propre mère lui avait dite. Elle disait que si la cloche sonnait une 13e fois, ce n'était pas pour les vivants. C'était un appel aux esprits. Un signal pour ouvrir une porte entre ce monde et l'autre. Les mots du vieil homme flottèrent dans l'air entre eux, lourds du poids des générations. C'était une légende, une superstition née de la souffrance et du besoin de croire à une magie plus forte que leur douleur. Mais dans le crépuscule qui s'épaississait, avec la silhouette sombre de la tour se découpant au loin, l'histoire semblait réelle. Elle planta une graine dans la terre fertile de la curiosité silencieuse de Clara. La tour n'était pas seulement le symbole de son oppression. Elle était peut-être quelque chose de plus. Une porte. Le ton d'Elias n'était pas celui d'un homme contant une fable, mais celui d'un homme pétri de peur et de respect, un avertissement autant qu'une histoire. Clara ne répondit rien, mais son regard retourna vers la tour. Elle n'y voyait plus seulement de la pierre et du lierre, mais un lieu de possibilités puissantes et dangereuses. Plus tard dans la nuit, l'air de la salle à manger des Beaumont était saturé de l'odeur de viande rôtie et d'arrogance. Clara se déplaçait comme un fantôme autour de la grande table en acajou poli, remplissant les verres de vin, débarrassant les assiettes, sa présence reconnue seulement lorsqu'un besoin se faisait sentir. Monsieur Beaumont, un homme corpulent au visage perpétuellement contrarié, se plaignait du coût d'un nouveau toit pour la grange principale. Sa femme, une femme pâle et nerveuse, drapée de soie coûteuse, s'éventait mollement, ses bagues scintillant à la lueur des bougies. « Cette vieille chapelle devient vraiment une horreur, mon chéri, dit Madame Beaumont d'une voix fine et tremblante. Le lierre tire simplement les pierres les unes des autres. Et cette cloche, elle sonne d'un ton si lugubre ces derniers temps. Cela me donne des frissons. Monsieur Beaumont agita la main d'un geste désinvolte. Un morceau de jambon luisant, planté au bout de sa fourchette, scintillait dans la lumière des bougies. Elle est là depuis 50 ans. Elle tiendra encore 50 de plus. Elle sert son but, rappeler à chacun ses devoirs et l'ordre de Dieu. Un petit son lugubre fait du bien à leur âme. Monsieur Harding, invité à dîner avec la famille pour rendre compte de la productivité de la semaine, s'essuya la bouche du revers de la main. Les mains deviennent agitées, grogna-t-il d'une voix basse. Elles se racontent de vieilles histoires. Des superstitions absurdes. Il faut une poigne ferme. Qu'ils pensent à leur travail, pas à des idioties. La conversation dériva vers le prix du coton, un voyage prévu à Savannah, et la paresse supposée des ouvriers des champs. Clara écoutait tout, le visage impassible, indéchiffrable. Pour eux, la décrépitude de la chapelle n'était qu'une gêne, un problème esthétique. Ils savaient que la tour s'affaiblissait, que le lierre rongeait la pierre, mais ils ne la voyaient qu'à travers le prisme de l'utilité et du coût. Ils étaient aveugles à l'âme de la tour, sourds aux histoires qu'elle murmurait. Clara absorbait chaque mot, rangeant les informations dans la bibliothèque silencieuse de son esprit. Les maîtres voyaient un outil de contrôle. Le contremaître y voyait une source de trouble. Elias y voyait une porte pour les esprits. Mais Clara, tapie dans l'ombre de leur opulence, commençait à y voir tout autre chose. Elle commençait à y déceler une faiblesse, une faille dans l'architecture de sa prison. Et tandis qu'elle versait à M. Beaumont un autre verre de vin rouge profond, la conversation froide et indifférente de ses geôliers devenait une pièce de plus dans le puzzle qui prenait lentement, et terriblement, forme dans son esprit.
Les lignes de pouvoir étaient claires, mais tout comme les fissures dans les fondations. Les heures après minuit s'écoulèrent lentement, chacune plus lourde, plus suffocante que la précédente. Une étrange immobilité s'était abattue sur Oakhaven. Un silence si profond qu'il pesait comme une masse tangible. Le chœur nocturne habituel des grillons et des grenouilles s'était tu. Pas une seule feuille ne frémissait sur les vieux chênes. La lune, qui aurait dû culminer dans le ciel, était entièrement étouffée par une épaisse couverture de nuages, plongeant le monde dans une obscurité noire et uniforme. L'air était une couverture chaude et humide, comme si le ciel lui-même transpirait. Toute la plantation semblait retenir son souffle, attendant une tempête qui refusait d'éclater. Dans les quartiers des esclaves, le sommeil était un visiteur capricieux. Hommes et femmes se tournaient sur leurs minces paillasses, le corps couvert de sueur, l'esprit agité par le silence oppressant. Ils le sentaient dans leurs os, comme on sent venir le gel ou la fièvre. Sur le petit perron de sa cabane, Elias restait parfaitement immobile sur son tabouret. Ses vieux yeux étaient fixés sur le point de la nuit où il savait que la tour de la chapelle se dressait. Il ne regardait pas avec ses yeux, mais avec sa mémoire, son esprit. Une veille silencieuse contre une peur sans nom. Dans la grande maison, Madame Beaumont était éveillée, sa chemise de nuit en soie collée à sa peau. Elle s'éventait d'un geste frénétique et inutile, ses oreilles tendues contre le silence, ses nerfs à vif. Elle imaginait des bruits, une latte qui craque, un chuchotement lointain. Mais il n'y avait rien. Et ce rien n'était pire que n'importe quel son. Un peu plus loin, M. Harding faisait sa ronde nocturne. Sa lanterne dessinait un cercle tremblant de lumière dans les ténèbres épaisses. Une moue permanente était gravée sur son visage, son soupçon attisé par ce calme inhabituel. Il sentait le contrôle lui échapper, comme si l'air lui-même défiait son autorité, et sa colère bouillonnait. Il passa devant les rangées de cabanes silencieuses, ses bottes crissant doucement sur le sentier de terre. Il se pencha à l'entrée du dortoir des femmes célibataires, la lumière de la lanterne balayant les silhouettes endormies. Il les compta machinalement, ses lèvres bougeant en silence. Il en manquait une. Il balaya de nouveau la pièce du regard, ses yeux se plissant. Le lit de Clara était vide. La fine couverture soigneusement pliée aux pieds. Une lueur d'irritation traversa le visage de Harding. Elle était sans doute aux latrines, ou peut-être en train de veiller à malade. Malgré tout, c'était une brèche dans la routine, une petite déchirure dans le tissu d'ordre qu'il maintenait avec brutalité. Il se promit de la retrouver et d'en faire un exemple, puis reprit sa rôde. La lumière de la lanterne s'éloigna peu à peu, laissant le lit vide replonger dans l'obscurité. Puis le son commença. Ce n'était pas un bruit qui surprenait, mais une lame qui transperçait le silence. Une sonnerie unique, résonnante, d'une clarté impossible. C'était la cloche de la chapelle, mais quelque chose n'allait pas. Le ton était plus profond, plus puissant que jamais. Un son qui semblait jaillir des entrailles même de la terre. Dans les quartiers, les gens se redressèrent d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Ils se mirent à compter, leurs lèvres formant les chiffres dans un chuchotement collectif et terrifié. 2, 3. Le son se propagea à travers les champs. Ce n'était pas seulement un bruit, mais une vibration qui résonnait dans leurs dents, dans leurs os. 4, 5, 6. Harding s'immobilisa, la tête brusquement levée vers la tour invisible. Son esprit, gouverné par des règles et des horaires stricts, refusait d'y croire. Ce n'était pas l'heure. Ce n'était aucune heure. 7, 8, 9. Dans la maison principale, M. Beaumont sursauta dans son sommeil moite et agité, une injure aux lèvres. Il crut d'abord à un cauchemar, une vision de désordre. À ses côtés, Madame Beaumont poussa un petit cri terrifié et se redressa d'un bond dans leur immense lit, une main pressée contre sa poitrine comme pour retenir son cœur. 10, 11. Dans les cabanes, les murmures s'amplifièrent, une rumeur mêlant incrédulité et terreur surnaturelle. Tous connaissaient la légende. Tous savaient ce qui venait après 12. 12. Un silence profond suivit le 12e coup. Le monde entier semblait suspendu dans cet instant unique et muet. Chaque âme d'Oakhaven, maître comme esclave, retenait son souffle, les oreilles tendues, priant pour ne pas entendre ce qu'il savait inévitable. Le silence s'étira, tendu, fragile. Un battement de cœur. Une éternité. Puis il vint. Bong. Le 13e coup ne ressemblait à aucun autre. Ce fut un cataclysme sonore, un cri lugubre et assourdissant, à la fois hurlement et sanglot. Le son ne s'éteignit pas. Il éclata l'air, faisant onduler les flaques d'eau laissées par la pluie du matin. C'était un son de fin, un son de jugement, un son qui parlait de chaînes rompues et de portes ouvertes.
Il fit trembler les fondations même de la plantation. Une prophétie accomplie dans un effroyable fracas de brose. L'écho du 13e coup n'avait pas encore disparu qu'un nouveau bruit s'éleva, bien plus terrible que la cloche. Cela commença par un grondement sourd et guttural, le bruit d'une pression colossale, de bois anciens qui cédaient. C'était la tour elle-même qui gémissait sa douleur. Le grondement fut rejoint par un grincement horrible, celui de la pierre qui racle la pierre, du mortier qui se pulvérise après des décennies de résistance. Le vacarme enfla à une vitesse terrifiante, passant du gémissement au rugissement, jusqu'à devenir un crescendo assourdissant de destruction. Harding, figé à une cinquantaine de mètres de la chapelle, fut arraché à sa stupeur par un pur réflexe animal. Il se jeta en arrière, trébuchant et tombant tandis que le sol sous lui se mettait à trembler violemment. Des fenêtres de la grande maison et des portes des cabanes, des dizaines de regards observaient, pétrifiés, dans un silence horrifié. La tour, une silhouette noire contre un ciel plus noir encore, commença à osciller. Elle ne bougeait pas comme une structure de pierre, mais comme une créature vivante dans ses convulsions de mort. Pendant un instant, elle sembla se tordre, les épaisses guirlandes de lierre se déchirant des murs. Puis, dans un rugissement final et explosif, elle s'effondra sur elle-même. Les murs se replièrent vers l'intérieur, la grande cloche plongeant à travers les étages qui s'éventraient. L'ensemble de la structure s'écroula dans un fracas chaotique, un tonnerre de pierres et de bois brisés. Un nuage colossal de poussière, épais et étouffant, jaillit dans la nuit, effaçant un instant même l'obscurité. Le sol trembla comme frappé par le poing d'un géant, l'onde de choc roulant sous la terre, faisant vibrer les fenêtres de la grande maison et secouant les fondations des cabanes. Le rugissement assourdissant résonna une fois encore à travers les champs silencieux, puis tout s'arrêta. Un nouveau silence tomba, plus profond et plus lourd que le précédent, seulement troublé par le chuchotement doux de la poussière retombant et le hennissement lointain et paniqué d'un cheval dans l'écurie. Le symbole de l'ordre, le cœur du rythme cruel de la plantation, avait disparu, réduit à un amas de décombres invisibles dans l'obscurité. Dans ce silence, une centaine de pensées différentes germèrent, de la stupeur, de la terreur et, dans les quartiers des esclaves, derrière les masques de peur, une étincelle d'autre chose. Une sensation secrète et tremblante de triomphe. L'impossible s'était produit. La cloche avait sonné sa propre fin. Les premières lueurs de l'aube rampèrent à l'horizon, pâles et grises, révélant une scène de dévastation totale. Là où le fier clocher s'était dressé pendant un demi-siècle, il n'y avait plus qu'une montagne de gravats, un enchevêtrement chaotique de pierres brisées, de poutres éclatées et de métal tordu. La grande cloche de bronze était partiellement visible, sa lèvre enfoncée dans la terre, une fissure irrégulière courant le long de son flanc comme un éclair figé. Une fine poussière pâle recouvrait tout, les feuilles des chênes, l'herbe, le toit de la chapelle voisine, donnant au monde une teinte cendrée et spectrale. Monsieur Beaumont se tenait devant les ruines, le visage pourpre d'une rage qui vibrait dans l'air calme du matin. Ce n'était pas un acte de Dieu. Dans son esprit, c'était un acte d'insurrection. Un message. Un défi à son autorité absolue, et il ne le tolérerait pas. Un recensement. Hurla-t-il, la voix chargée de fureur. Je veux un recensement tout de suite. Je veux savoir qui était près d'ici. Qui est responsable de ce chaos. Les contremaîtres, menés par un Harding au visage fermé, se mirent en mouvement avec une brutalité méthodique. Leurs cris et leurs jurons résonnaient dans ce matin troublé. Ils traversèrent les quartiers à grands pas, enfonçant les portes, poussant les gens dehors, leurs fouets claquant dans l'air pour souligner leurs ordres. Les noms furent criés à partir de listes, chaque personne comptée, leur visage figé entre la peur et une neutralité soigneusement maîtrisée. Ils fouillèrent les champs, les granges, les cuisines. Le décompte était incomplet. Une personne manquait. Harding, le visage couvert de poussière, les yeux brûlants d'une fièvre sans sommeil, revint là où Beaumont attendait, les poings serrés le long du corps. Elle n'est pas dans sa cabane, rapporta Harding d'une voix basse et menaçante. Pas dans les champs. Nous avons cherché partout. C'est Clara. Elle a disparu. Beaumont le regarda, son esprit refusant d'associer les deux événements. Disparu? Que veux-tu dire par disparu? S'est-elle enfuie? A-t-elle été écrasée sous les décombres? Il désigna rageusement le tas de gravats. Si elle s'est enfuie, nous la retrouverons. Si elle est là-dedans, déterrez-la. Je veux qu'on la retrouve. Le mystère de la 13e sonnerie dans la tour effondrée fut aussitôt éclipsé par un autre mystère, plus tangible, la disparition de Clara Daniels. Pour les maîtres, les deux événements étaient liés par le soupçon et la présomption de culpabilité.
Elle avait sabordé la tour et profité du chaos pour s'enfuir, un crime dont la punition serait biblique. Mais dans les quartiers, tandis qu'on regroupait les esclaves près des décombres et qu'on leur ordonnait d'entreprendre l'impossible tâche de dégager le tas, une autre histoire naissait. Ils échangèrent des regards furtifs et significatifs, leurs yeux communiquant ce que leurs lèvres n'osaient dire. Elias contempla les ruines, puis le ciel vide, et une lente et profonde compréhension naquit dans ses vieux yeux. Clara était partie. La cloche avait sonné 13 fois. La tour était tombée. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un accomplissement. Il ne savait pas comment, mais il savait, avec une certitude plus profonde que la rage de Beaumont ou les menaces de Harding, que Clara ne s'était pas simplement enfuie. Elle était montée. La porte s'était ouverte et elle l'avait franchie, laissant un monde de chaînes derrière elle pour une liberté qu'il ne pouvait qu'imaginer. Les maîtres cherchaient une fugitive. Mais le peuple d'Oak Haven avait déjà commencé à chercher une légende. Le travail de déblaiement commença sous un ciel couleur de cendre. Harding, le visage figé dans une expression de fureur sombre, poussait les hommes avec une énergie implacable et venimeuse. Il était possédé. Son autorité, si profondément bafouée, ne pouvait recevoir pour réponse que la force brute. Il parcourait le périmètre du désastre, son fouet enroulé dans sa main comme un serpent endormi, sa voix une cravache constante sur les esprits des hommes. Plus vite, craquait-elle de colère. Je veux qu'on la retrouve. Qu'on ne se moque pas de moi ainsi et qu'on ne s'en sorte pas. Déblayer ce tas. Les hommes, un rassemblement de journaliers et d'artisans arrachés à leurs tâches matinales, avançaient avec une lenteur douloureuse. Ils pelletaient la pierre brisée, soulevaient les poutres éclatées, leur corps souffrant sous l'effort et sous la chaleur retrouvée du jour. Mais leur lenteur ne venait pas seulement de l'épuisement. Un respect tacite, lourd et non exprimé, planait sur le site. Ce n'était pas un simple tas de gravats. C'était une tombe, un monument, un lieu où quelque chose d'impossible s'était produit. Chaque pierre qu'ils déplaçaient semblait sacrée. Chaque pièce de bois l'était aussi. Leur rythme délibéré était un acte subtil et silencieux de résistance, une procession déguisée en labeur, un hommage muet à la femme qui avait disparu au cœur du mystère. Elias était parmi eux, son vieux dos protestant à chaque pierre soulevée. Son visage restait impénétrable, mais ses yeux brillaient d'une profonde et triste compréhension. Il travaillait aux côtés des plus jeunes, sa présence étant une force calme et constante. Il savait qu'il ne cherchait pas encore, il démontait un miracle. Monsieur Beaumont arriva à cheval. Sa corpulence rigide d'indignation. Il ne descendit pas de selle et préféra dominer la scène depuis sa hauteur, tel un roi contemplant une blessure dans son royaume. C'est un acte de sabotage, déclara-t-il, sa voix portant au-dessus du chantier. Un acte calculé et venimeux de défi. Elle sera retrouvée et elle sera punie d'une manière que personne ici n'oubliera. Il toisa les ouvriers, ses yeux balayant la masse d'un mépris qui laissait entendre que leur simple existence l'insultait. Les hommes ne levèrent pas les yeux. Ils continuèrent simplement leur travail, leur visage tourné vers la poussière et les débris. L'air s'épaississait, saturé non seulement de poussière mais aussi d'une tension étouffante, une haine vibrante et palpable entre l'homme à cheval et ceux sur le sol. La rage de Harding était brûlante, explosive. Celle de Beaumont était glaciale et absolue, la fureur d'un dieu dont on avait profané le temple. La journée s'étira dans un cycle harassant et monotone de levage et de transport. Le soleil monta haut dans le ciel, écrasant les ruines de sa chaleur, et la poussière blanche réfléchissait son éclat jusqu'à brûler les yeux des hommes. La grande cloche de bronze, monstrueuse victime silencieuse, se dévoilait peu à mesure que les gravats étaient déblayés autour d'elle. Sa surface fendue semblait pleurer sous le soleil. Un monarque déchu, privé de sa voix et de sa couronne. La frustration de Harding grandissait à chaque heure qui passait sans découverte. Il voyait dans la lenteur des hommes une conspiration, dans leur regard fuyant une insolence. Il abattit son fouet contre un tas de pierres, le claquement sec et cruel les fit tous sursauter. « Je veux qu'on la retrouve » hurla-t-il d'une voix éraillée. « Morte ou vive, je veux qu'on la retrouve. » Mais les hommes savaient, dans un endroit plus profond que la peur, qu'ils ne trouveraient rien. Clara n'était pas dans les gravats. Elle était dans l'air, dans le silence, dans l'histoire qui commençait déjà à se raconter dans les intervalles entre le bruit de leurs pelles frappant la pierre. La découverte survint en fin d'après-midi, alors que le soleil entamait sa lente descente et que les ombres des chênes restants s'allongeaient comme des doigts sombres sur les ruines. Un jeune homme nommé Joseph, les bras tremblants de fatigue, écarta une énorme poutre éclatée qui faisait partie du principal support de la tour. Elle bascula dans un gémissement et un nuage de poussière de plâtre, révélant une cavité en dessous. Un espace sombre,
tout près de la cloche fendue à moitié enfouie. Et dans cet espace, quelque chose bougea. Ce n'était qu'un battement de couleur, un petit morceau de tissu qui frémissait sous la légère brise créée par le déplacement du bois. Joseph se figea, sa pelle arrêtée à mi-levée. Il fixa la cavité, la bouche entr'ouverte. Elias, travaillant à quelques pas, vit l'immobilité du garçon. Il suivit son regard et son souffle se bloqua dans sa gorge. Il connaissait cette couleur. Il connaissait ce motif. Avant qu'il puisse parler ou bouger, Harding était déjà là, son ombre tombant sur eux deux. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois » gronda-t-il en bousculant violemment Joseph de côté. Il se pencha dans l'obscurité, ses yeux plissés. Il le vit. Puis il tendit la main, l'enfonça dans la cavité et la retira en tenant un objet, un simple mouchoir en coton, au motif floral délavé par le soleil et d'innombrables lavages. Dans un coin, une petite pièce avait été soigneusement cousue pour réparer une déchirure. C'était celui de Clara. Mais il n'était pas simplement coincé dans les décombres. Il était noué solidement, délibérément, à l'extrémité effilochée de la corde de la cloche. Ce n'était pas un accident. C'était une signature. Un silence profond et absolu s'abattit sur l'équipe. Le crissement des pelles, les grognements d'efforts, les murmures des voix, tout s'éteignit. Tous les regards se fixèrent sur le petit morceau de tissu dans la main de l'intendant. C'était un drapeau. Un témoignage. Un dernier mot de défi. Harding le fixa, son visage traversé par une tempête d'émotions contradictoires. Le triomphe initial d'avoir trouvé un indice se mêlait à une confusion naissante et furieuse. Cela changeait tout. Une fugitive aurait pu laisser tomber quelque chose dans sa précipitation. Une victime aurait pu avoir un vêtement arraché. Mais ça, c'était une déclaration. Un acte d'intention. Elle, souffla-t-il, le mot à peine audible. Il leva le mouchoir pour le montrer à Beaumont, qui avait depuis mis pied à terre et observait à quelques mètres. C'est à elle. Elle était ici. Il tourna son regard du mouchoir à la cloche brisée, puis à l'impossible nain. Une logique terrifiante et impensable commença à prendre forme dans son esprit. C'est elle, dit-il d'une voix glacée de certitude. Il ne parlait pas du surnaturel. Il parlait d'une esclave, une femme discrète et sans éclat, qui avait, d'une manière ou d'une autre, fait s'effondrer une tour de pierre de 15 mètres de haut avant de disparaître de la surface de la terre, ne laissant derrière elle que ce petit objet impossible. Pour Harding et Beaumont, c'était l'acte d'insolence ultime, un crime si audacieux qu'il frôlait la folie. Mais pour les hommes réduits en esclavage, figés dans la poussière, c'était tout autre chose, la confirmation d'un miracle. Le mouchoir n'était pas un indice. C'était une relique. La preuve que Clara n'avait pas été victime de la chute de la tour, mais bien son instigatrice. Elle n'avait pas été écrasée sous les pierres. Elle les avait commandées. Elle avait fait sonner la cloche à sa manière, un dernier et tonitruant glas de libération. Et laissé derrière elle ce fragment d'elle-même pour raconter l'histoire. Cette nuit-là, l'air dans les quartiers n'était pas à la tristesse, mais à une excitation électrique et contenue. La fatigue de la journée s'était effacée, remplacée par une énergie vibrante qui crépitait dans l'obscurité. La peur était toujours là, compagne constante, mais elle se mêlait désormais à quelque chose de nouveau et de puissant, l'émerveillement. Les gens ne restaient pas dans leur cabane. Ils se rassemblaient en petits groupes secrets dans les recoins les plus sombres, leurs voix basses, leurs yeux brillants dans la faible lumière de la lune. L'histoire du mouchoir s'était répandue comme une traînée de poudre, transmise en chuchotement, en regard, en une compréhension silencieuse partagée. C'était la pièce manquante, la preuve tangible qui transformait un événement étrange en légende. Au centre du plus grand cercle, près des racines noueuses d'un vieux cyprès, se tenait Elias. Il n'était plus seulement un ancien respecté. Il était devenu un oracle, le gardien du texte sacré. Les visages s'inclinaient vers lui, éclairés par la lueur vacillante d'une unique bougie cachée. Le souffle suspendu, il l'écoutait. Il raconta à nouveau l'histoire que sa grand-mère lui avait transmise, celle du 13e coup de cloche. Mais elle avait changé. Ce n'était plus une légende vague, un avertissement sur des esprits et des portes. C'était l'histoire de Clara. Elle n'a pas fui la tour, dit Elias, sa voix basse et vibrante comme chargée de vérité. Elle l'a gravie. Elle l'a escaladée comme une échelle vers le ciel. Elle n'a pas brisé ses chaînes. Elle les a réduites en poussière. Il balaya du regard les visages tournés vers lui, y lisant l'espoir, la peur, le besoin désespéré de croire. Les maîtres. Ils pensent qu'elle a détruit la tour pour s'enfuir. Ce sont des aveugles. Ils voient le corps, mais pas l'âme. Le 13e coup n'était pas un avertissement.
C'était son char venu la ramener chez elle. Elle a fait sonner cette cloche, et le son a ouvert une porte que nul homme ne peut refermer. Une jeune femme, les yeux brillants de larmes retenues, se pencha en avant. « Alors » murmura-t-elle, la voix tremblante sous le poids de sa question. « Alors, elle est libre. » Elias posa sur elle ses yeux anciens et pleins de savoir. Un lent sourire, triste et magnifique, se dessina sur son visage, un sourire qui portait toute la douleur de ces années et toute l'espérance de cette nuit impossible. « Enfant, dit-il d'une voix douce mais ferme, tel un rocher dans une mer agitée. Elle est plus libre que tout ce que nous pouvons imaginer. » Ces mots se déposèrent sur eux comme une bénédiction et une promesse. Le mythe de Clara naquit à cet instant, complet et éclatant. Elle n'était pas une fugitive cachée dans un marécage, redoutant les chiens et les chasseurs. Elle était une icône, une héroïne populaire, une force surnaturelle qui n'avait pas simplement échappé à son esclavage, mais l'avait transcendé, frappant au cœur même le symbole de son oppression et s'élevant dans la légende. L'histoire leur offrit une héroïne, mais aussi un langage, une manière d'exprimer l'intensité de leur propre désir d'une liberté si totale qu'elle en devenait divine. Clara, la femme silencieuse qui soignait les roses, était devenue Sainte Clara de la Cloche, et son histoire était une prière murmurée dans l'obscurité, une étincelle de lumière que même la fureur de Harding ne pouvait éteindre. Les semaines s'étirèrent jusqu'à devenir un mois, et la plaie béante laissée par la tour commença à se refermer. Les derniers décombres furent emportés. La terre fut aplanie, laissant un cercle nu, une cicatrice sur le paysage, plus visible encore par son vide que la tour ne l'avait été par sa masse. C'était un manque, une dent absente dans le sourire sinistre de la plantation, et le regard s'y accrochait irrésistiblement. Les maîtres tentèrent de l'ignorer, de faire comme si cet espace avait toujours été vide. Mais l'effort les crispait. Le silence laissé par la cloche était une présence constante et inquiétante. La ponctuation rigide de leur journée avait disparu, remplacée par un calme informe et troublant où chaque bruissement de feuilles, chaque cri lointain semblait amplifié, chargé de sens. Pour les esclaves, l'espace vide devint un sanctuaire. Un matin, une seule fleur sauvage jaune apparut au centre du cercle. Harding la découvrit lors de sa ronde matinale. Son visage se tordit en une grimace de mépris. Il l'écrasa dans la terre du talon de sa botte, un petit acte de rage mesquine. Mais le lendemain, 2 fleurs avaient poussé à sa place. Il les détruisit encore, la colère montant. Le jour suivant, une petite gerbe de verveine violette fut déposée avec soin sur le sol nu. Il ne pouvait monter la garde toute la nuit sur ce morceau de terre, ni fouetter chaque personne de la plantation. Les offrandes silencieuses persistèrent, une défiance douce et obstinée qu'il était impuissant à étouffer. La rébellion n'était pas que dans les fleurs. Elle flottait dans l'air, portée par les notes de leur musique. Les chants de travail, ces mélodies anciennes et plaintives qui rythmaient leur labeur depuis des générations, commencèrent à changer. Un nouveau couplet, doux et discret, s'insinua dans les refrains familiers. Jamais chanté trop fort. Jamais apporté d'un contremaître capable de distinguer les paroles clairement. Mais il était là, comme un courant souterrain. Il chantait une femme qui avait gravi une montagne de bois, une femme qui avait fait sonner une cloche étoilée, une femme qui portait un mouchoir fleuri et s'était envolée vers sa demeure. Les mots étaient poétiques, allégoriques, suffisamment ambigus pour offrir une mince protection. Mais tout le monde, maître comme esclave, savait de qui il s'agissait. C'était la chanson de Clara. Elle transformait sa mémoire en une présence vivante, palpitante, dans les chants. Son nom devint un charme, un esprit malicieux invoqué pour expliquer les petits contretemps du quotidien. Quand un manche de houx se brisait dans la terre dure, un ouvrier murmurait « l'œuvre de Clara ». Quand un seau d'eau se renversait accidentellement sur le perron de la maison principale, une domestique chuchotait à une autre « Clara est d'humeur joueuse aujourd'hui ». C'était une manière de revendiquer une parcelle de pouvoir, d'attribuer les hasards cruels et les accidents de leur existence à une force bienveillante et puissante qui, d'une certaine façon, restait à leur côté. Ces petits gestes, ces fleurs, ces chants, ces murmures étaient comme le lierre qui autrefois avait étouffé la tour. Chacun, pris isolément, semblait minuscule et insignifiant. Mais ensemble, ils tissaient une atmosphère de résistance sourde et indomptable, une toile de mémoire et de mythes que les maîtres sentaient se resserrer autour d'eux, même s'ils ne pouvaient en voir les fils. Cette inquiétude s'infiltra dans les murs de la grande maison, une miasme qui s'abattit surtout sur Madame Beaumont. Ses nerfs, déjà fragiles, commencèrent à se déliter. Le silence laissé par la cloche était devenu pour elle une toile sur laquelle son esprit anxieux peignait des sons terrifiants.
Elle se plaignait d'entendre une légère sonnerie dans ses oreilles, un écho spectral du 13e coup qui la tirait brusquement de son sommeil. Elle sursautait aux ombres, convaincue d'apercevoir une silhouette fuyante dans les longs couloirs de la maison, le fantôme d'une femme silencieuse portant un mouchoir fleuri délavé. La plantation entière, autrefois lieu d'ordre absolu et de sécurité, lui paraissait désormais hantée. Ses plaintes se heurtaient à la surdité volontaire de son mari, pour qui toute manifestation de peur relevait d'une faiblesse méprisable. Pourtant, M. Beaumont n'était pas indemne. Il ressentait le changement non pas dans des bruits fantomatiques, mais dans les chiffres froids et rigoureux de son livre de comptes. La productivité qu'il mesurait avec une ferveur presque religieuse avait chuté. Ce n'était pas une baisse spectaculaire, rien qu'il puisse attribuer à une cause unique, mais elle était là, lente et constante. Le rythme du travail dans les champs s'était subtilement ralenti. La production de coton avait légèrement diminué. C'était le résultat de 1000 petits moments d'inattention, d'une communauté dont l'esprit collectif n'était plus tout entier tourné vers la tâche, mais vers une histoire, un champ, un carré de terre vide. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la lourde formalité de leur salle à manger, le silence entre eux épais et oppressant, Madame Beaumont finit par craquer. « C'est cet endroit, dit-elle d'une voix fine et tremblante. » Elle fixait son assiette intacte, ses mains tordant une serviette de soie dans son giron. On dirait qu'il est hanté. Sa mémoire est partout. Dans les champs, dans la maison, partout. J'ai l'impression qu'elle nous observe. Monsieur Beaumont abattit violemment sa fourchette sur la table, l'argent heurtant la porcelaine fine avec un fracas sec. Absurdité. Tonna-t-il, le visage rougi par la colère. Ce ne sont que des superstitions venues des quartiers des esclaves. Rien de plus. C'est une maladie de l'esprit, et elle se répand parce que Harding l'a laissé faire. Il a été trop faible. Il y mettra un terme. Mais ces mots sonnaient creux, une bravade contre une peur qu'il partageait lui aussi. Il perdait le contrôle. Pas face à une révolte ouverte faite de feu et de violence, mais face au pouvoir d'une histoire qu'il ne pouvait étouffer. Un fantôme qu'il ne pouvait enchaîner. Leur sentiment de sécurité absolue, la base même de leur monde, s'effritait, rogé non par une armée, mais par la mémoire d'une seule femme silencieuse. La hantise d'Okaven ne tenait pas à un esprit tapi dans l'ombre, mais à la prise de conscience terrifiante que les gens qu'ils possédaient avaient un monde secret et riche qui leur appartenait. Un monde où ils avaient leur héros et leur sainte, et où les maîtres n'étaient que les méchants d'une histoire de libération. Harding ressentait ce basculement plus intensément que quiconque. Son autorité, jadis absolue, lui semblait désormais conditionnelle, raillée par des forces invisibles. Les murmures qui cessaient dès qu'il approchait. Les regards qui se baissaient mais laissaient entrevoir une lueur autre que la peur. Les fleurs sauvages maudites qui réapparaissaient chaque matin, tout cela constituait une offense personnelle. Sa frustration, laissée à mijoter pendant des semaines, éclata enfin lors d'un après-midi étouffant dans les champs de coton. Il chevauchait entre les rangées, le soleil frappant sa nuque, son humeur aussi lourde que l'air stagnant. Puis il l'entendit. Ce n'était pas un murmure, mais un bourdonnement clair et doux. Un jeune homme nommé Peter, le dos courbé sous son travail, fredonnait la mélodie de la chanson de Clara. Un acte discret, presque inconscient, un réconfort privé au milieu de sa peine. Mais pour Harding, c'était un appel au défi. Il retint brusquement son cheval, qui se cabra, ses sabots frappant l'air. « Toi !» rugit-il, pointant Peter d'un doigt tremblant. Qu'est-ce que c'était? Que fredonnais-tu? Peter se figea, le visage devenu pâle. Il leva les yeux vers l'intendant, les yeux grands de terreur. « Rien, maître Harding » balbutia-t-il. « Rien? Juste un air. » « Un air ?» Harding descendit d'un mouvement fluide, le visage masque de rage pure. Il s'avança vers Peter, arrachant le fouet de sa ceinture. « Tu me prends pour un idiot? Je connais cet air. » Il agrippa l'avant de la fine chemise de Peter, le redressant brusquement. Les autres travailleurs s'arrêtèrent, figés, un souffle collectif de peur parcourant les rangs. Harding poussa Peter jusqu'à l'extrémité de la rangée où se tenait un grand chêne, ses branches offrant une ombre moqueuse. Il attacha les mains du jeune homme à une branche basse et épaisse, ses gestes rugueux mais efficaces. La flagellation fut brutale et méthodique. Harding déversa toute sa rage accumulée et sa paranoïa dans chaque coup de cuir, le craquement écœurant du fouet résonnant sur les champs silencieux. Il ne punissait pas seulement un homme pour avoir fredonné une chanson. Il tentait d'extirper le fantôme de Clara de l'air même. Quand ce fut terminé, Peter gisait à terre, brisé et sanglotant. Harding se tourna vers les travailleurs rassemblés, la poitrine haletante, le visage luisant de sueur, les yeux brûlants d'une lumière fanatique et sauvage.
Il brandit le fouet, sa pointe maintenant sombre de sang, et le pointa vers eux. « Il n'y a pas de Clara » hurla-t-il, la voix rauque et cassée. « Vous m'entendez? Une esclave fugitive, une folle, qui s'est fait tuer dans une tempête. Elle est poussière. Elle n'est rien. » Il prit une profonde inspiration tremblante, balayant leur visage terrifié du regard, défiant quiconque d'oser le regarder dans les yeux. La prochaine personne qui prononcera son nom, la prochaine qui chantera sa chanson, la prochaine qui déposera une fleur sur cette terre maudite souhaitera être poussière elle aussi. Son nom est interdit. Sa mémoire est interdite. Vous l'oublierez. Il resta là un long moment, laissant sa menace planer dans l'air épais et lourd. Puis il se retourna, détacha le corps inerte de Peter et regagna son cheval, laissant derrière lui un silence profond et terrible. Mais sa violence eut l'effet inverse de celui qu'il escomptait. La flagellation brutale ne brisa pas leur esprit. Elle le galvanisa. Elle n'effaça pas la mémoire de Clara. Elle la sanctifia. Dans sa tentative désespérée de supprimer le mythe, Harding ne fit que le renforcer. En interdisant son nom, il l'avait rendu sacré. En punissant ceux qui s'en souvenaient, il cimentait son rôle de méchant profane dans l'histoire sacrée de Sainte Clara. Les travailleurs qui ramenèrent Peter au quartier ce soir-là le firent avec une résolution nouvelle et renforcée dans leur cœur. Ils avaient vu plus que la cruauté de Harding. Ils avaient vu sa peur. Et dans sa peur, ils trouvèrent un fragment de leur propre puissance. Le fantôme de Clara n'était plus seulement un esprit consolateur. Elle était désormais une guerrière, et eux, son armée silencieuse et secrète. Tard dans la nuit, bien après que les cris de Peter se furent tus et qu'un silence morne et craintif se soit de nouveau abattu sur les quartiers, Elias s'assit seul dans sa cabane. L'air était épais et immobile, lourd de l'odeur de la fumée de pain et du goût métallique du sang et de la peur. Il tenait un petit objet dans la paume de sa main, le tournant encore et encore à la lueur vacillante d'une bougie. C'était un oiseau sculpté dans un morceau de pain tendre, les ailes déployées comme en plein vol. Sa surface était usée et lisse par des années de manipulation. C'était le dernier cadeau que Clara lui avait fait, une promesse silencieuse échangée entre eux quelques mois avant l'effondrement de la tour. En fixant l'oiseau en bois, le mythe soigneusement construit qu'il présentait au monde se dissout, remplacé par le souvenir vif et clair de la véritable Clara, une femme à l'esprit aussi aigu et dangereux qu'une lame. Il se rappela une conversation survenue des mois auparavant, alors qu'ils arrachaient des mauvaises herbes du potager derrière les cuisines. Elle ne regardait pas les herbes, mais une grosse racine d'un chêne fissurant le mur de pierre du fumoir. « Elias, tu connais les plantes, » avait-elle dit, la voix basse et douce comme toujours, mais sous-tendue d'une étrange intensité. « Quelle racine pousse le plus fort dans la pierre? Celle qui pousse avec force ou celle qui trouve les fissures ?» Il lui avait donné alors une réponse simple sur la patience de l'eau et des racines, sans comprendre la véritable nature de sa question. Maintenant, il voyait clairement. Elle ne parlait pas de jardinage. Elle étudiait la destruction. Un autre souvenir surgit. Celui d'une soirée fraîche, lorsqu'elle avait été chargée de dépoussiérer les livres dans la bibliothèque de M. Beaumont. Elias avait été appelé pour réparer une chaise cassée. Il l'avait vue debout devant un grand livre ouvert, le doigt suivant les lignes complexes d'un diagramme. Elle ne l'avait d'abord pas remarqué. Sa concentration était absolue. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, il portait une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « J'ai regardé les livres du maître sur l'architecture », murmura-t-elle plus tard en rentrant au quartier dans le crépuscule croissant. Il les laisse ouverts. Tant de chiffres et de lignes montrant comment les choses tiennent debout. Elle fit une pause, le regard se perdant vers la silhouette lointaine de la tour de la chapelle. Il montre aussi comment les choses tombent. Il avait alors senti un frisson, un pic de peur à l'implication de ces mots, mais il l'avait repoussé comme fantaisiste. Trop audacieux, trop impossible à envisager. Comme tout le monde, il n'avait vu que sa conformité silencieuse, son masque de servitude. Il n'avait pas reconnu l'esprit analytique acéré caché derrière, un esprit qui dévorait en secret le savoir de ses oppresseurs pour le transformer en arme. Le dernier souvenir était le plus glaçant. Celui qui formait désormais la base de la légende qu'il entretenait si soigneusement. Quelques semaines avant l'effondrement, ils avaient été surpris par un orage, cherchant refuge dans une grange abandonnée. Une rafale de vent fit trembler la vieille structure, et une grosse poutre pourrie au-dessus de gronda de manière menaçante. Clara leva les yeux vers elle, calme et évaluatrice. Une pluie forte, un vent violent, murmura-t-elle presque pour elle-même. Une corde tirée juste comme il faut. Une chose qui paraît solide n'est solide qu'à son point le plus faible. Elias referma sa main sur le petit oiseau en bois, le bois lisse réconfortant sa peau calleuse.
Il avait été son confident, le seul à qui elle avait révélé ces fragments épars de son vrai moi. Il n'avait pas compris alors qu'elle lui donnait le plan de son évasion, lui faisant confiance pour rassembler les pièces une fois disparues. Et dans l'après-coup, lorsque la tour gisait en ruine et que les gens se tournaient vers lui pour obtenir des réponses, il avait fait un choix. La vérité était dangereuse, compliquée. La vérité était que Clara était un génie, une brillante ingénieure de sa propre libération, qui avait commis un acte de sabotage si profond qu'il frôlait la sorcellerie. Révéler cette vérité aurait été inviter une vague de terreur et d'enquête capable de déchirer leur fragile communauté. Cela aurait mis tout le monde sous suspicion. La légende, en revanche, était un bouclier. L'histoire d'un événement surnaturel, d'une porte spirituelle s'ouvrant, était quelque chose que les maîtres pouvaient rejeter comme des superstitions, tout en étant troublés. C'était une histoire contre laquelle ils ne pouvaient rien, un fantôme qu'ils ne pouvaient pas pendre. La légende donnait aux gens de l'espoir, un héros, un miracle auquel se raccrocher dans l'obscurité. La vérité pouvait tous les tuer. La légende pouvait les aider à survivre. Ainsi, Elias, gardien du secret de Clara, devint l'architecte de son mythe, protégeant la mémoire de son esprit brillant en l'enveloppant dans la puissance d'un esprit. Il serra l'oiseau contre sa poitrine. Une promesse silencieuse à la femme qui s'était envolée. Une promesse de garder son histoire vraie en sécurité en racontant le plus grand mensonge de sa vie. Le plan avait été une graine plantée longtemps auparavant, nourrie en secret et arrosée d'une observation patiente. Il commença dans l'obscurité de la lune, des semaines avant l'effondrement. Lorsque Clara quittait sa couche et se mouvait comme un fantôme à travers la plantation endormie, sa destination était toujours la même. Le mur ouest du clocher, le côté le plus exposé au vent et à la pluie, là où le lierre poussait le plus épais. Elle portait avec elle un outil de sa fabrication, un éclat de granit, dont le tranchant avait été soigneusement aiguisé contre une pierre plus dure. Nuit après nuit, elle travaillait dans les ombres profondes, son petit corps pressé contre le mur froid et humide. Sa tâche était une destruction méticuleuse et patiente. Elle ne martelait pas, ne frappait pas, car le bruit l'aurait trahi. Au lieu de cela, elle raclait. Avec le bord tranchant du granit, elle attaquait le mortier entre les pierres de rivière à la base de la tour, enlevant peu à peu le mélange de sable et de chaux dans un point structurel clé qu'elle avait identifié à partir des diagrammes du livre de Beaumont. Le travail était lent, agonisant. Chaque nuit, elle parvenait à retirer seulement une poignée de mortier en décomposition, cachant le petit tas de poussière et de gravier sous les feuilles épaisses du lierre. Ses doigts s'éraillaient, ses muscles hurlaient sous l'effort répétitif, et ses oreilles étaient constamment à l'affût des patrouilles de Harding. La peur était un effroi constant dans son estomac, mais sa concentration était absolue. Elle était une chirurgienne, découpant le tendon de son ennemi tout en affaiblissant physiquement la tour. Elle étudiait aussi ses autres vulnérabilités. Elle devint une étudiante de la météo, apprenant à ressentir l'air avant une pluie forte, la direction du vent grâce au balancement des pas les plus hauts. Elle avait besoin que le sol soit mou, la terre autour des fondations saturée et faible. Elle observait le ciel, attendant le bon schéma, une série d'orages qui ferait une partie de son travail à sa place. Son laboratoire était un petit hangar abandonné au bord de la propriété, un endroit où personne ne venait jamais. Là, elle trouva une grosse poutre pourrie. À moitié mangée par les termites, elle passa des heures à l'étudier, testant sa fragilité, apprenant comment un morceau de bois apparemment solide pouvait être compromis de l'intérieur. Elle expérimenta le levier, utilisant un morceau de bois plus petit pour voir quelle pression il fallait pour fissurer la poutre plus grande, internalisant la physique de l'effondrement. Sa dernière acquisition fut la plus cruciale. Au fond des bois bordant la plantation, là où les esclaves étaient parfois envoyés chercher du bois de chauffage, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une vigne muscatine épaisse et souple, aussi solide et fibreuse que n'importe quelle corde. Elle passa tout un après-midi à la libérer, ses mains saignant de l'effort. Elle enroula la précieuse longueur de vigne, près de 9 mètres, et la traîna jusqu'à un tronc creux près de la chapelle, un endroit où elle pourrait la récupérer au moment voulu. Elle savait que l'ancienne corde de la cloche était peu fiable, susceptible de se rompre sous la tension inhabituelle qu'elle prévoyait d'y exercer. Son plan nécessitait que la cloche sonne, mais pas longtemps. Tout était un calcul, une équation terriblement précise de dégradation, de météo et de force. Le 13 coup n'avait aucune signification surnaturelle. C'était simplement son compte, le nombre de tirages qu'elle estimait nécessaire pour que la structure affaiblie sur le sol ramollie cède enfin. La nuit de l'effondrement, l'air était exactement comme elle l'avait prévu. Épais, humide et immobile, prélude à un violent orage. Elle avançait dans l'obscurité oppressante,
ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur la terre humide. Il n'y avait plus de peur dans son cœur, seulement une concentration froide et claire, le calme d'une chasseuse traquant sa proie. Elle ne se rendit pas à la base de la tour pour tirer sur la corde principale. C'était trop exposé, trop évident. À la place, elle s'introduisit dans la chapelle par une planche lâche dans le mur arrière, découverte des mois auparavant. À l'intérieur, l'air était frais et sentait la poussière et la décomposition. Une seule fenêtre en arc, dont le verre était depuis longtemps brisé, se trouvait dans le mur reliant la chapelle à la tour, à environ 3 mètres du sol. De là, la corde de la cloche était accessible en descendant du clocher. Elle récupéra sa vigne cachée. Avec l'agilité d'un écureuil, elle escalada le mur de pierre rugueuse, trouvant appui dans les interstices, atteignant la fenêtre. Elle se plaça à cheval sur l'ouverture, son corps à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur de la tour. Elle travailla rapidement. Ses doigts seraient fermes, attachant sa vigne épaisse à la corde de la cloche, créant un nouveau système de poulies plus solide. Elle fit passer l'extrémité de la vigne par la fenêtre jusqu'au sol de la chapelle. Elle était prête. Avant de descendre, elle effectua son dernier geste calculé, tiré d'une petite bourse à sa taille. Elle sortit son mouchoir. Elle l'attacha fermement à la corde de la cloche, juste au-dessus du œuf avec la vigne. C'était sa signature, sa revendication de l'œuvre de destruction qu'elle allait déclencher. C'était le seul morceau du puzzle qu'elle voulait qu'il trouve. Revenant au sol de la chapelle, elle saisit l'extrémité de la vigne à 2 mains. Elle inspira profondément et tira. Le son du premier coup fut assourdissant dans cet espace clos. Elle ne s'arrêta pas. Elle tira, mettant tout son dos et ses jambes dans le mouvement, un rythme de destruction. 2, 3, 4 La tour, déjà fragilisée, commença à protester, un faible gémissement vibrant à travers les murs de la chapelle. 5, 6 Elle sentit la résistance de la corde changer. Un nouveau relâchement, un frisson terrifiant. 8, 9, 10 Les gémissements devinrent plus forts, accompagnés du craquement écœurant du bois éclaté au-dessus. 11, 12 Elle s'arrêta un instant, le cœur suspendu. Rassemblant toutes ses forces, elle regarda une dernière fois l'obscurité vers la rivière, vers le nord. Puis, dans un ultime cri désespéré noyé dans le bruit, elle jeta tout son poids dans le 13 tirage. Le son du coup final fut instantanément englouti par un rugissement assourdissant alors que la tour entamait sa mort spectaculaire. Mais Clara n'était pas là pour le voir. Au moment où elle sentit la corde devenir complètement lâche, au moment où le cataclysme commença, elle était déjà en fuite. Elle ne courut pas vers les quartiers. Elle ne courut pas vers le chaos. Elle en fut le centre. Une ombre silencieuse se fondant dans les ombres plus profondes des bois. Le fracas, la poussière, la confusion, les cris. Tout faisait partie de son plan. C'était la plus grande distraction du monde, la couverture parfaite pour qu'une seule femme disparaisse de la surface de la terre. La tour s'effondra, dans sa chute, effaça complètement sa trace, ne laissant derrière elle qu'une légende, un mystère et un seul mouchoir floral fané attaché à une corde brisée. Les années s'écoulèrent comme des pierres dans un puits profond, et le monde changea. La guerre vint et s'en alla, une tempête de feu et de fumée de canon qui ravagea le pays et le transforma à jamais. En 1870, la plantation d'Oak Haven n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. La grande maison tenait encore debout, mais ses piliers blancs étaient tachés de moisissure et la peinture se détachait en longues bandes ondulées comme une peau brûlée par le soleil. Les champs, autrefois une mer de coton blanc, étaient laissés en friche, envahis de mauvaises herbes et de fleurs sauvages, témoins d'un royaume brisé. Les quartiers des esclaves avaient disparu, démontés planche par planche, le bois réutilisé pour construire de nouvelles maisons dans le village libre qui s'était établi à 1 mile en aval de la rivière, un lieu fait d'espoir et de planches récupérées. Par une chaude soirée d'automne, un Elias âgé était assis sur le porche d'une petite cabane solide dans ce village. Le soleil couchant projetait une lueur dorée sur son visage, tandis que ses arrière-petits-enfants jouaient dans la cour sale devant lui, leur rire pur, libre de tout fardeau. L'une d'elles, une petite fille aux yeux grands et curieux, courut vers lui et grimpa sur ses genoux. « Grand Elias, dit-elle d'une petite voix sérieuse, raconte-nous encore. Parle-nous de Clara. » Elias sourit, lentement, profondément, un sourire qui plissait les coins de ses yeux. Il regarda au-delà des petites maisons du village, posant son regard sur l'étendue vide au loin où la tour s'était tenue, un endroit qu'on ne trouvait maintenant que si l'on savait exactement où regarder. Il avait raconté cette histoire 1000 fois. Et à chaque fois, elle semblait plus réelle, plus vraie que les faits compliqués qu'il gardait enfermés dans son cœur. On dit qu'elle a volé, enfant, commença-t-il, sa voix un grondement mélodieux, celle d'un conteur.
On dit qu'elle a volé sur le son de la cloche. Monsieur Beaumont pensait posséder la cloche. Pensait posséder le son qu'elle faisait. Mais Clara, elle, savait mieux. Elle savait que la cloche avait une âme. Et elle lui enseigna une nouvelle chanson. Il balança doucement l'enfant sur ses genoux, les yeux perdus dans le passé, comme si c'était hier. Elle a gravi cette montagne de bois jusqu'au ciel, et elle a sonné cette cloche 13 fois. Elle a sonné pour chaque heure du jour, et une fois de plus pour la liberté. Elle a fait s'écrouler le monde du maître autour de ses oreilles. Et quand la poussière est retombée, les esprits ont ouvert une porte pour elle, et elle est simplement passée à travers. Les autres enfants s'étaient maintenant rassemblés autour de lui, leurs yeux oubliés, leurs visages levés et attentifs. Ils avaient déjà entendu l'histoire, mais ne s'en lassaient jamais. C'était leur histoire, leur genèse. C'était le premier chapitre du livre de leur liberté. Elias avait fait son choix, toutes ces années auparavant, dans l'après-coup sanglant et obscur de la fureur de Harding. Il avait choisi la légende plutôt que la vérité, parce qu'il avait compris quelque chose de profond. Quelque chose que Clara elle-même devait avoir compris. La vérité de sa fuite racontait le génie d'une femme. Un acte solitaire de brillance. Mais la légende. L'histoire d'une femme capable de commander les esprits et de voler sur le son d'une cloche. C'était une histoire qui appartenait à tous. Une histoire qu'on ne pouvait ni enchaîner, ni fouetter, ni vendre. C'était une histoire qui murmurait que la liberté n'était pas seulement. Il ne s'agissait pas de parler du surnaturel. Il s'agissait d'ascension, de devenir quelque chose de plus puissant que ce que vos oppresseurs auraient jamais pu imaginer. Et ainsi, il raconta la légende, et dans ce récit, il préserva la part la plus vraie de l'esprit de Clara. Des décennies plus tard, dans une bibliothèque calme et baignée de soleil à Philadelphie, un jeune homme nommé Marcus Thorne se penchait sur une collection de papiers jaunis et fragiles. Il était historien, l'un des premiers de sa génération de chercheurs noirs, et son travail de vie consistait à rassembler les histoires oubliées des histoires officielles, les traditions orales et les légendes murmurées de son peuple. Il était descendant de la communauté d'Oak Haven, sa propre grand-mère ayant été l'une des enfants assises au pied d'Elias, écoutant attentivement. Il avait grandi avec le mythe de la cloche de Clara. Et bien qu'il l'ait chérie comme une histoire fondatrice, son esprit d'historien était sceptique quant à ses prétentions surnaturelles. Il cherchait la femme derrière le mythe. Pendant des semaines, il fouilla les archives d'une société abolitionniste, croisant leurs dossiers avec les histoires orales qu'il avait patiemment collectées. Il trouva d'innombrables récits d'évasion audacieuse et de longs voyages sur le chemin de fer clandestin, mais rien qui corresponde à la singularité dramatique de l'histoire de Clara. Il commençait à perdre espoir lorsqu'il la trouva. Une petite entrée anonyme dans un registre détaillant l'aide apportée aux fugitifs nouvellement arrivés, datée de la fin de l'année 1848. L'entrée était brève, les détails volontairement vagues pour protéger l'identité des personnes impliquées. Elle mentionnait une femme venue de Géorgie, arrivée seule et en bonne santé, mais c'était la dernière ligne de l'entrée qui fit battre le cœur de Marcus à tout rompre. Elle notait son intelligence remarquable dans l'histoire très inhabituelle de sa fuite, qui avait eu lieu lors de ce que l'auteur appelait une tempête et un effondrement structurel opportunément chronométré sur sa plantation d'origine. Marcus fixa les mots, son souffle coupé. Un effondrement structurel. C'était un fil mince, mais c'était un fil. Il passa les jours suivants à fouiller la correspondance de la société de cette période, cherchant toute mention supplémentaire de cette femme intelligente de Géorgie. Il la trouva enfin. Pas dans un rapport officiel, mais dans une lettre personnelle d'une Quaker nommée Sarah Pierrol à sa sœur. La lettre était datée de 1855, 7 ans après la chute de la tour. Sarah y parlait avec grande affection d'une femme calme et digne nommée Clara. Aucun nom de famille n'était donné, qui travaillait comme couturière en ville. Sarah écrivait sur l'incroyable habileté de Clara avec une aiguille, son esprit vif et sa progression lente mais régulière dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Puis vint le paragraphe, qui fit couler les larmes dans les yeux de Marcus. Sarah écrivait, « C'est une femme de profonde pensée mais peu de mots, et elle porte en elle une grande tranquillité. Mais parfois, lorsqu'elle est à son ouvrage et qu'une cloche d'église retentit au loin, un étrange sourire triste effleure ses lèvres. Je lui ai demandé une fois à ce sujet, et elle m'a simplement répondu qu'une chanson de cloche est une chose puissante. Mais il n'y a pas de musique plus belle que le son d'une cloche lorsqu'elle chante son dernier chant. » Marcus se renversa dans sa chaise, la lettre tremblante dans sa main. Il l'avait trouvée. La légende et la réalité, le mythe et la femme, s'étaient enfin rencontrés dans cette bibliothèque silencieuse et poussiéreuse. Clara avait réussi. Elle n'avait pas volé sur les ailes des esprits.
Elle avait marché de ses propres pieds, son chemin ouvert par son esprit brillant et courageux. Elle avait vécu. Elle était libre. Elle avait appris à écrire son propre nom. La découverte, calme et profonde, semblait plus miraculeuse que n'importe quel envol surnaturel. Il avait trouvé la vérité. Mais en la trouvant, il ne ressentit pas le besoin de démolir la légende. Il comprit maintenant, comme Elias l'avait compris, que les deux histoires étaient vraies et nécessaires. Un montage d'images défila dans l'esprit de l'historien, un héritage se déployant à travers le temps. Il vit l'encre fanée sur la lettre de la Quaker, témoignage d'une vie vécue dans la liberté silencieuse. Il vit le village libre près des ruines d'Oakhaven, où des générations d'enfants n'ayant jamais connu le fouet d'un maître jouaient sous le soleil de Géorgie, leurs jeux accompagnés par la mémoire ancestrale du 13e coup de cloche. Et enfin, il vit Clara elle-même, non plus jeune femme courant dans l'obscurité, mais femme âgée, cheveux mêlés de gris, assise près d'une fenêtre dans une pièce modeste mais propre d'une ville du Nord. Elle court, ses mains toujours habiles et sûres. Une cloche d'église sonne dehors, et elle s'arrête, un léger sourire entendu aux lèvres. Elle est libre. L'histoire se conclut dans son esprit. Une réflexion finale sur la double nature de son acte incroyable. Il y avait l'histoire réelle, témoignage du génie et du courage d'une femme qui avait refusé d'être victime, qui avait étudié sa prison et l'avait démantelée avec ses propres outils. C'était une histoire d'intellect, de patience et de courage époustouflant. Et puis il y avait la légende, récit de délivrance surnaturelle, devenu symbole d'espoir pour toute une communauté. C'était une histoire qui les inspirait à endurer, à résister à petites touches et à croire en la possibilité de l'impossible. Marcus comprit alors que la légende n'était pas une déformation de la vérité. C'était la partie la plus importante du plan de Clara. Elle n'avait pas seulement libéré son corps. Elle avait libéré l'esprit de son peuple. Elle leur avait donné une histoire que l'on ne pourrait jamais enchaîner. Un héros que l'on ne pourrait jamais attraper. Le 13e coup de cloche d'Oakhaven n'était pas une fin. C'était un commencement. Un écho qui continuait à résonner à travers les générations. Un rappel intemporel que même dans le silence le plus oppressant, une seule personne avec suffisamment